Comme tous les week-ends, toujours honoré de vous servir le condensé de l'actualité de la semaine. Les titres, rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19, le débat sur le scandale financier fait rage. Le chef de l'État, Macky Sall, a instruit son Premier ministre d'accorder une attention particulière au dossier. Benno Bokk Yakaar livre sa part de vérité, parle d'une exploitation indépendante et transparente et croit à des sanctions contre les fauteurs. Et autre rapport qui a été présenté au public, il s'agit de celui de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. Le document renseigne d'une valeur de 223,15 milliards de francs CFA générés par le secteur extractif pour l'année 2021. Et puis, jugement lundi des députés membres du PUR devant la chambre correctionnelle du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le procureur a requis 2 ans ferme contre Massata Samb et Mamadou Niang. Ils seront édifiés sur leur sort le 26 décembre prochain. Tout de suite, le développement. Merci pour la confiance renouvelée, mesdames et messieurs. Bienvenue. En conférence de presse mardi, le secrétariat exécutif national de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas passé sous silence le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. En effet, selon ses membres, l'exploitation qui doit être faite par la justice sur ce rapport le sera en toute indépendance et des sanctions idoines seront prises à l'encontre des personnes impliquées. Écoutons-les. Aujourd'hui, la Cour a sorti un rapport qui est donc un rapport public. Ce rapport donc a désigné des personnes qui étaient chargées de gérer des fonds publics. L'exploitation qui doit être faite par la justice sera faite de façon à ce que si une personne est entachée dans sa gestion, qu'on puisse normalement prendre les sanctions idoines qui doivent se poser. Donc je crois qu'il faut comprendre que la Cour des comptes est un corps de contrôle, comme d'autres, comme l'Inspection générale d'État, comme l'OFNAC par exemple, chargé de contrôler la bonne exécution du budget. En ce sens, il fait des rapports. Mais sa première mission dans ces rapports, c'est faire des recommandations pour que ceux qui sont chargés d'exécuter le budget le fassent conformément aux règlements, conformément aux lois. Il se peut que la Cour des comptes se rende compte qu'au cours de son travail, qu'il y ait des prévarications, des soupçons, on dit des soupçons de détournement, par exemple, de détournement public. Pourquoi? Parce que sur la base du rapport seulement, on ne peut pas indexer quelqu'un pour dire qu'il est coupable ou bien qu'il a détourné. C'est pourquoi, des fois, la Cour préconise l'ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi? Parce que les uns et les autres bénéficient de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Et qu'à partir de ce rapport, même s'il y a des soupçons de détournement, il faut que le juge enquêteur approfondisse la situation. Le problème qui se pose, c'est que le rapport a été fait, des recommandations ont été faites, et je crois que conformément à la Constitution et à la volonté du président de la République, ces rapports seront bien exploités. Et en bref, revenant de voyage, le chef de l'État a tenu exceptionnellement jeudi le Conseil des ministres. Il a saisi l'occasion pour évoquer la question de la transparence dans la gestion des finances publiques. Et au centre est revenu le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Le président de la République, Macky Sall, a ainsi demandé au Premier ministre Amadou Ba d'examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d'éclairer l'opinion sur les éléments contenus dans l'édit rapport et de voir la suite à donner au dossier. Nous y reviendrons. Autre rapport évoqué durant la semaine, il s'agit de celui de l'ITIE sur la base des données déclarées par les entités publiques après travaux de conciliation.
Le total des revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2021 s'élève à 223,15 milliards de francs CFA, dont 206,04 milliards affectés au budget de l'État. C'est ce qui ressort du rapport 2021 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. La question du contenu local, un facteur important pour l'ITIE, est l'un des points importants présents dans le rapport de l'année 2021 détaillé jeudi par le comité et les acteurs des industries extractives pour un équilibrage dans le secteur local. Le docteur Eva Marie Kolsek, présidente du comité de l'institution, a plaidé pour que les industries et communautés puissent mieux profiter des soutiens financiers. Écoutons ses propos. La loi sur le contenu local nous a permis de pouvoir voir de près et de poser la question aux entreprises combien de marchés vous avez eu à proposer et à quelle manne financière ça correspond. Et ce que nous avons vu, c'est plus de 1000 milliards que l'on voit. Avec ces 1000 milliards, vous avez peut-être, disons, un cinquième qui va au niveau des producteurs et des entreprises locales. Le reste va encore au niveau des entreprises internationales. Donc tous ces éléments, ce sont des éléments qui sortent du rapport et qui permettent de montrer où on en est, mais également où est-ce que des progrès doivent se faire. Et nous insistons sur cela parce que le rapport fait des recommandations et est proposé, présenté aux plus hautes autorités de notre pays, mais également tous les membres du comité national, qu'ils soient secteur privé, société civile ou administration, sont des personnes qui, ensemble, menons ce combat-là. Et puis, jugement lundi des députés membres du PUR devant la chambre correctionnelle du tribunal des flagrants délits. Le procureur a requis 2 ans ferme contre Massata Samb et Mamadou Niang. La plaignante Amindiaye Nibi leur réclame 500 millions de francs CFA. Les mises en cause seront édifiées sur leur sort le 26 décembre prochain. Les députés sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours au préjudice de la victime Amindiaye Nibi. Oui, je pense que le procureur de la République en tout cas a été induit en erreur, c'est mon avis, par les déclarations et la plainte de la dame Amine Nibi. Parce que à lire la plainte de la dame Amine Nibi, certains confrères l'ont même plaidé de la partie civile, on se serait cru en présence de faits criminels. 100 millions de dommages intérêts pour les faits dont nous sommes témoins, c'est à mon avis vouloir aggraver la chose plus que de mesure. Et nous n'avons nul doute que le tribunal rejettera cette demande indécente. De malfaiteurs, les menaces d'assassinat et des coups et blessures volontaires extrêmes. Il n'en est absolument rien. Malheureusement, le procureur de la République n'a pas pris la mesure des accusations infondées portées par Amine Nibi et a cru devoir les soutenir. Mais en tout état de cause, le dernier mot reviendra au président. Vous avez tous relevé que lors de nos plaidoiries, nous avons démonté une à une tout l'argumentaire plaidé par les confrères de la partie adverse. Et que, en conséquence, nous avons espoir que le juge retiendra, en tout cas, les faits sous une autre qualification, que le juge retiendra les faits dans leur mesure et leur proportion, et que le juge appliquera conséquemment la loi pénale dans toute sa rigueur. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang, encore arrêté par la division des investigations criminelles. Il a bénéficié lundi d'un mandat d'amener après la révocation de la mesure de contrôle judiciaire dont il disposait. Pape Alé a fait face mardi au juge d'instruction du 2e cabinet qui lui a décerné le mandat de dépôt. Le parquet lui reproche son intervention à travers le live d'un activiste hostile au pouvoir et la sortie jugée tendancieuse à propos du directeur général de la police nationale, Bokar Seydou Yag. Les 2 communications qu'on lui reproche
L'une sur le lien de M. Mola Morgan, je crois, et l'autre sur un post Facebook qu'il a lui-même écrit. Mais dans son intervention au niveau du live de M. Mola Morgan, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine, c'est revenu, il dit « je ne parlerai pas du dossier ». Ça, vraiment, on peut lui faire lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du Code de procédure pénale. Mais de saisir à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que le directeur de la police judiciaire est attaqué. Voilà. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. C'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, c'est une voie de fait. Le procureur ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat donc, très long, très vigoureux sur cette question. Et d'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la chambre d'accusation saisie puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, Maître Dembosiré Bacheli, Maître Amadou Sow et moi, à assister M. Niang, dans une ambiance bon enfant comme d'habitude. M. Niang a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. En bref, mardi, les agents de la brigade de la douane du pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack ont mis la main sur 25 kg de cocaïne pour une valeur totale de 2 milliards de francs CFA. Il s'agit de 25 paquets de poudre blanche de 1 kg net par paquet. C'est aux environs de 13h30 que les soldats de l'économie de la zone ont immobilisé un véhicule suspect de marque Toyota Land Cruiser avec une double immatriculation du Mali et de la Guinée-Conakry. Le conducteur a dû abandonner le véhicule après une course-poursuite pour se fondre dans la nature. Une enquête est ouverte. Nous y reviendrons. Nous restons sur ce sujet. Le ministre Antoine Diome et son homologue français Gérald Darmanin ont apporté des clarifications sur la rumeur selon laquelle il existerait des mouvements liés au trafic de stupéfiants entre la France et le Sénégal. Les deux personnalités ont également invité à taire les clichés à l'endroit des ressortissants des deux pays. Les deux ministres de l'Intérieur s'exprimaient mardi à l'issue d'une visite de travail dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Écoutons-les. Ce que nous devons faire avec nos amis sénégalais, ce n'est pas tellement travailler sur les flux de drogue, puisque nous ne constatons pas, en tout cas pour l'arrivée en France, de trafic constitué entre le Sénégal et la France. Je voudrais couper court à cette rumeur, ou en tout cas à cette possibilité. Mais nous devons davantage discuter sur les quelques personnes, il ne s'agit vraiment que de quelques personnes, qui participent à des trafics, notamment à Paris. Moi, je remercie la très grande coopération que nous avons avec le Sénégal et qui a très peu occupé nos discussions puisque nous avons déjà une excellente coopération sur ce point. Je confirme ce que vient de dire mon collègue sur l'absence de trafic entre le Sénégal et la France. Il se peut qu'il y ait des Sénégalais vivant en France qui sont poursuivis pour certaines infractions, comme il se peut qu'il y ait des Français vivant au Sénégal poursuivis pour des infractions de cette nature. Donc ça, c'est une question vraiment marginale, d'abord par rapport à nos discussions, mais même par rapport à l'ampleur du phénomène des trafics qui peuvent avoir lieu au Sénégal ou en France. Il y a souvent des clichés qu'il faut casser, qu'il faut abandonner. Les Sénégalais qui vivent en France, le ministre de l'Intérieur a rappelé tout à l'heure, c'est des Sénégalais qui vivent dignement dans ce pays. Comme les Français qui vivent ici au Sénégal sont des Français qui vivent dignement. Donc chacune de nos communautés vit dignement dans l'état d'accueil. Les Sénégalais qui vivent en France sont des Sénégalais qui se lèvent de très bonne heure, qui vont travailler et qui vivent à la sueur de leur front. Comme les Français qui vivent ici aussi au Sénégal sont des Français qui se lèvent de bonne heure, qui vivent à la sueur de leur front. Donc le cliché qui consiste à
stigmatiser des nationalités pour être en lien avec certains types de trafic, de mon point de vue, doivent être abandonnés. Parlons de l'actualité internationale. Le gouvernement de la Gambie a déclaré mercredi qu'une tentative de coup d'État militaire avait été déjouée la veille et 4 soldats ont été arrêtés. Il l'a assuré à travers un communiqué. La situation a été totalement sous contrôle, a renseigné le document. Aucune confirmation n'a été obtenue d'autres sources que le communiqué gouvernemental. De rares témoignages ont fait état de mouvements de soldats autour du siège de la présidence dans le centre de la capitale Banjul et les rumeurs ont circulé durant la nuit du mardi au mercredi sur une tentative de coup de force dans ce pays ayant accédé en 2017 à un fragile régime démocratique après plus de 20 ans de dictature sous l'ex-président Yahya Jammeh. Et puis la page sport nous livre aujourd'hui le classement FIFA 2022. Le Maroc a réalisé une très grosse performance en se hissant à la 11e place mondiale dans le classement de ce mois de décembre 2022 avec 1672,35 points, soit 108 points gagnés après le mondial 2022. Les Marocains s'emparent naturellement de la première place en Afrique. Le Sénégal, qui affiche 19 points de perdu après la Coupe du Monde, se retrouve à la 19e place mondiale et deuxième en Afrique après 4 ans à la tête du classement africain. D'autre part, la Tunisie est passée de la 30e à la 29e place, alors que le Cameroun, grâce à sa victoire historique face au Brésil lors de la Coupe du Monde, se hisse au 33e rang mondial. Le Ghana progresse de 3 places pour occuper le 58e rang mondial. Le Brésil, malgré une élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, domine la tête du classement FIFA de ce mois devant l'Argentine, championne du monde, et la France qui occupe respectivement les 2e et 3e places du classement mondial. Et c'est ce qui met terme à votre édition de la semaine. Vous pouvez continuer à visiter notre site web pour plus d'actualités. Rendez-vous est fixé la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end.